Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 27 février et ce matin on va faire une petite transhumance de nos colonies, donc les ruches qui sont là derrière. Donc en fait c'est un rucher que je veux déplacer pour recompléter un autre rucher afin de libérer de la place ici et remettre des essaims hivernés dans les semaines qui vont venir. On va les bouger. Comme ça mes essaims hivernés seront tous dans le même rucher, j'en aurai pas un par-ci, un par-là, et comme ça je pourrais suivre également les différentes lignées qui se trouvent dans les ruchettes. Donc on va allumer l'enfumoir et puis on va déplacer nos ruches et les mettre sur le plateau du Defender là ce matin. Et c'est parti. Et avant toute chose, je tenais à vous remercier pour l'accueil de la vidéo que j'ai publiée hier sur YouTube. Je vous remercie et pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à vous abonner et pour ceux qui me suivent régulièrement, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Comme ça, ça me permet d'être un petit peu plus visible sur YouTube. Et nous c'est parti, on va charger les colonies. Voilà, donc on vient de finir de charger, ça nous met en forme dès le matin. On avait froid, maintenant on a bien chaud, c'est bon. Et puis c'est parti, donc on va compléter 2 ruchers. Alors je sais pas si je vais vous le filmer ou pas, pour faire en sorte que qu'il y ait bien toutes les... En fait je fonctionne par soit 32 ruches, soit 40 ruches par rucher. Donc je les recomplète de façon à ce qu'il y ait soit 32 soit 40 ruches. Voilà. Et c'est parti. On va sangler tout ça et puis les emmener sur leur nouvelle destination. Donc et bien voilà, on vient de finir de décharger donc le 4x4. Donc on a installé toutes nos ruches là sur la ligne. Généralement c'est des portoirs de 4 ou 5. Je vais peut-être vous filmer autrement, sinon tout va être flou en arrière-plan. Et donc pour relocaliser nos ruches qu'on vient de déplacer du rucher A au rucher B, Théo il utilise son téléphone avec l'application Happy Tracer, donc en fait qui va nous redéplacer automatiquement les ruches du rucher A au rucher B. Voilà, comme ça on sait à chaque fois combien de ruches on a par emplacement, combien de ruches de place vide également qu'on a par emplacement. Comme ça nous permet, comme aujourd'hui, de pouvoir ramener exactement le bon nombre de ruches par rucher. Voilà, si on a besoin de les compléter. Alors, j'avais une question au sujet des portes d'entrée pour les ruches. Donc là, j'en ai quelques-unes, je vais vous montrer. Donc, comme ici, là on a le portoir, toutes les ruches, là celle-ci et les 3 d'après, elles regardent la haie. Et celle-ci qui est ici, j'avais du mal avec... Donc celle-là, en fait, qui est là.
elle a la porte d'entrée qui regarde dans l'autre sens. Alors en fait, on a installé un petit peu les ruchers comme ça l'an dernier pour créer des repères en fait. Parce que vous imaginez bien que avec les lignes, quoi qu'ici, ça pose pas encore trop de soucis de dérive. Avec les arbres qui se trouvent devant les ruches, ça leur crée quand même des repères. Mais on a choisi dans des ruchers qui sont un petit peu plus en ligne et qui, comment dire, où il n'y a pas trop de repères au niveau des végétaux. On a choisi de les installer comme ça, même ici, pour en fait qu'elles aient des repères et éviter un petit peu la dérive. Voilà, donc c'était la question, je ne sais plus le prénom, mais qui se reconnaîtra, donc la question qui m'a été posée ce matin. Voilà. Oui, alors aussi, vous allez me dire pourquoi je les déplace de ce temps-là. Ce matin, il fait quand même 7 degrés, donc il fait pas trop froid. Cet après-midi, il nous annonce 11 degrés. Donc je pense que c'était quand même la petite plage météo où on pouvait se permettre de déplacer les ruches. La semaine prochaine, apparemment, il nous annonce plus chaud. Donc moi je préfère les déplacer en ce moment parce que là elles sont calmes, elles bougent pas trop. Quand il fait froid comme ça, il fait pas encore trop froid, disons qu'il faut pas les déplacer non plus quand c'est du froid négatif, parce que les abeilles qui vont tomber sur le plancher de la ruche, elles pourront pas remonter dans la grappe qui se situe à l'intérieur de la ruche. Donc là ce matin 7 degrés c'était la bonne température. On a encore 3-4 ruchers comme ça à déplacer. Et puis en même temps, on se permet de faire tout le tour et de regarder s'il y a besoin de compléter avec du candy ou pas. Mais là, donc c'était le bon moment pour le faire. Le tout, c'est quand vous les déplacez, vous évitez de les taper, les choquer à chaque fois. Pour éviter qu'elle se dégrappe et puis qu'elle tombe par terre et qu'elle se fatigue à remonter dans la grappe. Donc ça à manipuler avec attention et pas comme des gros bourrins quoi. Voilà. Bon, allez, on va continuer à faire le tour. Justement sur la route, on a quelques ruchers. On va aller voir s'il y a besoin de compléter en candy ou pas. Et bien voilà, on y est arrivé finalement. Avec tous ces arbres qui tombent en ce moment, il y en a une collection dans les ruchers à couper à droite à gauche. Donc cet après-midi, même chose qu'hier, je fais le tour de mes ruchers pour voir s'il y a besoin de nourrir ou pas. Et je pense que je vais déjà regarder les provisions, comme j'ai fait hier, un coup vite fait, pour voir s'il y a besoin de compléter. Et si je tombe sur une colonie où il y a besoin de compléter les réserves avec du candy, et je vous montrerai comment on fait. Et puis je vous remontrerai un petit peu plus en détail comment j'observe à l'intérieur de la ruche pour voir si je dois mettre du candy ou pas. Sachant que pour mettre du candy, chez moi ça reste exceptionnel. Je nourris assez fort au sirop à l'automne. Une fois qu'on a récolté tout le monde, qu'il n'y a plus du tout de hausse, on pose les nourrisseurs et je fais un premier passage de sirop au mois de septembre. Et je refais un deuxième passage de sirop au mois d'octobre, début octobre généralement. Et si vraiment il y a des colonies qui n'ont pas encore le poids d'hivernage, je fais éventuellement un petit troisième passage de sirop, mais ça reste vraiment, c'est vraiment au cas par cas vraiment le troisième passage. Voilà, ce qui explique pourquoi j'utilise pas beaucoup de candy. Et je préfère passer un hivernage sereine en me disant mes colonies sont nourries, je n'ai plus à y penser jusqu'au mois de février-mars, plutôt que de me promener avec mes poches de candy et leur mettre du candy dont elles n'auront peut-être pas besoin. Je fais un tour du rucher et puis on se retrouve si je trouve une colonie
justement qui a besoin d'être nourrie. C'est parti. Donc et bien voilà, donc je viens de faire le tour de l'ensemble de ruchers et j'ai retourné le toit de celle-ci parce que celle-ci elle me semble un petit peu légère et je vais vous expliquer donc vous montrer avec quoi je nourris. Donc je nourris avec ça, c'est de l'Apifonda. Donc en fait ce sont des poches qui se trouvent ainsi, donc elles font 2,5 kg et moi généralement je les coupe en deux. Donc là il m'en reste une moitié. Je les coupe en deux, je laisse le plastique autour pour éviter que le sucre ne passe entre les cadres et que ça va mettre du sucre de partout dans la ruche. Et on va passer à celle d'à côté pour que je puisse vous montrer comment je le pose et la taille de la colonie et tout ça. Voilà, donc je vais vous rapprocher parce que sinon vous allez rien voir du tout. Et je pense que le mieux, je vais déplacer la ruche et puis de toute façon, je vais la remettre en place après. Hop, on va la régler pour que vous voyez quand même un petit peu la taille de la colonie. Je pense que là on n'est pas trop mal. Je vais reprendre l'enfumoir. Les colonies, elles sont hivernées avec un isoruche comme ceci. Alors maintenant, les emballe plus dans du plastique. C'est carrément la partie en alu avec la bulle qui est commercialisée. Et je pense que sans le plastique, c'est un peu mieux isolant que comme ils étaient vendus comme ça avant. Et j'ai une personne qui me demandait si il y avait un réel bénéfice de mettre les coussins Apifoam, donc c'est ces coussins là. Et ben franchement, moi je vois la différence déjà rien que l'été. Nous maintenant on a des étés qui sont quand même relativement chauds, entre on va dire au milieu de l'été, en plein cagnard dans un rucher, on doit être à 35-40 degrés. Vraiment les étés où il se fait vraiment très chaud. Et on voit bien les colonies une année. En fait, on avait eu un orage, les toits s'étaient envolés et on avait retiré les coussins. Enfin, il y avait certains coussins qui avaient pris l'eau, donc on les avait retirés. Il y avait des ruches qui avaient les Apifoam et celles qui ne les avaient pas. Et franchement, la différence de production entre celles qui l'avaient et celles qui ne l'avaient pas, on voyait tout de suite que les abeilles, elles étaient remontées dans la hausse, qu'elles produisaient du miel, qu'elles stockaient le miel dans la hausse. Elles n'avaient pas peur en fait de la chaleur sous le toit. Parce qu'en plus de ça, moi j'utilise les toits tôlés et les toits plastiques. Honnêtement, je préfère les toits tôlés aux toits plastiques. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc franchement, je pense qu'il y a quand même un réel bénéfice au niveau thermique à l'intérieur de la ruche. Ça doit être quand même beaucoup plus confortable pour les colonies d'avoir ça. Que ça soit été comme hiver, parce que l'hiver, c'est pareil, elles sont bien au chaud, sont protégées du froid avec ça. Et je pense que je ferai pas machine arrière. En fait, toutes les ruches, si jamais il manque un coussin, généralement elles en ont un d'office. Parce que je pense que c'est un réel bénéfice pour nous et pour elles. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer peut-être d'un petit peu plus près la colonie. Je vais retirer mes gants et je vais vous montrer et je vais vous faire un autre plan que celui-ci. Voilà, donc là c'est l'état de la colonie où elle est actuellement. Donc là on voit qu'elle est bien, elle est quand même bien, elle occupe bien la ruche quoi. Et je vais remettre un coup de fumée pour qu'elle redescende un petit coup et que je puisse vous montrer entre les cadres ce que ça donne et pourquoi je la nourris. Donc là on va regarder entre les cadres là,
ici, sous mon doigt, en fait on voit qu'il n'y a plus du tout de miel ici et qu'il n'y en a plus non plus. Ça va peut-être faire le point. Allez, on fait le point, merci. Sur mon doigt, voilà. Voilà. Donc là on voit en fait que les alvéoles elles sont grattées et qu'il n'y a plus trop de provisions. Je vais renfumer parce que sinon on va rien voir. C'est tellement grosse qu'on ne voit pas grand chose en fait. Voilà. Donc il y a peu de miel sur l'arrière ici. Donc là c'est l'humidité hein, du coussin à mon avis qui a dû... le coussin avec le plastique ça a dû créer un peu d'humidité. Donc il n'y a plus de miel là, il n'y a plus de miel là non plus. Là elles sont en train de bien de l'entamer. Et au niveau poids, je l'ai pesé et vu la taille de la colonie, moi je préfère nourrir. Donc quand je vois qu'il n'y a plus trop de provisions entre les rayons et que la colonie a cette taille-là, honnêtement je préfère mettre un pain de candy par sécurité. Donc je vais renfumer un petit coup, juste pour pas écraser celles qui sont au-dessus. Je place mon pain de candy en plein milieu ici. Et je remets le coussin isolant. Voilà. Donc comme ça, elles peuvent monter par là et consommer le candy qui est juste en dessous de mon dos. Voilà. Et je referme. Et je remets mon toit. Voilà. Par-dessus. Et comme ça, là, c'est bien clipsé. Et elles peuvent consommer le candy comme elles le veulent. Voilà. Alors, après, je pense que là, je pense que vous avez compris comment fallait nourrir et pourquoi et quand fallait nourrir. Donc, vous posez pas de candy s'il n'y a pas besoin de poser de candy. C'est complètement débile, ça va pas les stimuler. Pour se développer, ça va plus les stimuler pour ensuite vouloir essaimer. Parce qu'en fait, si votre colonie a assez de réserve, que vous lui posez un pain de candy en plus, sur la tête des cadres. Ce qu'elle va faire, c'est déjà manger le candy. Donc en mangeant déjà le candy, elle va pas taper dans les réserves qui sont sur les côtés. En ce moment, vous savez bien que la reine elle est repartie en ponte pour pouvoir faire les prochaines butineuses pour la prochaine mielée. Donc la reine elle étend sa place pour le couvain. Mais les cadres qui sont en réserve avec le miel vont la bloquer à continuer à se développer au printemps. Et en fait, ça va créer un manque d'espace, vu qu'elles n'ont pas tapé dans leurs propres réserves. Et ça va avoir une tendance à provoquer l'essaimage, puisque la reine, au bout d'un moment, elle va dire bon, « moi, j'ai plus de place là-dedans ». Donc, elle va vouloir essaimer. Et en fait, vous aurez perdu votre colonie, plutôt que de l'avoir laissé tranquillement se développer et éviter de donner à bouffer comme ça à tout va, alors que normalement il n'y a pas besoin. Si vous avez fait un bon hivernage, si vous avez nourri assez, si elles sont encore lourdes à cette époque-là, il n'y a aucune raison de donner du candy. Là je l'ai fait parce que la colonie est grosse, elle a bien tapé dans ses réserves. Après, chaque colonie est différente, il y en a qui vont beaucoup consommer, il y en a qui vont moins consommer. Moi j'essaie de travailler mes lignées au fur et à mesure des années pour qu'elles consomment le moins possible. Donc là vous avez vu quand même que depuis hier on a dû nourrir 6 colonies en tout. Et on a fait hier en tout à la fin de journée, on a dû faire entre 150 et 200 colonies. Et sur 200 colonies, on va se dire, pour donner un chiffre rond, j'ai dû en nourrir 5. Aujourd'hui, on a visité, ce matin, on a dû peut-être faire 4 ou 5 ruchers, donc ça doit faire 150 ruches à peu près. Et on a nourri 0 colonie. Donc vous voyez que si vous préparez bien votre hivernage en septembre-octobre, vous n'êtes pas obligé de courir avec vos poches de candy en janvier-février. Quand on voit sur les forums et sur les vidéos le gars qui y met du candy comme ça à tout va, mais ça sert strictement à rien. S'il y a dépensé votre argent, c'est tout. Mais honnêtement, s'il n'y en a pas besoin, vous n'en mettez pas. Et ça les rendra pas plus belles au printemps, ça sera le contraire, elles vont se barrer.
Et vous aurez perdu votre temps, votre argent, et vous aurez perdu votre essaim d'abeilles en plus. Donc on ne nourrit au candy que quand il y en a besoin. Que si vraiment vous voyez que les réserves sont trop short. Voilà. Et pas autrement. Et c'est pareil, bon, je lisais sur un forum, il y avait un monsieur qui voulait mettre du candy pollen, enfin un truc à base de protéines. Mais il y avait 5% de protéines dans son truc. Alors soi-disant c'était pour les stimuler pour le printemps, pour faire des essaims. Mais il n'y a pas besoin, hein. Si vous avez un colza ou là même en ce moment, il y a les saules-marceaux qui sont en train de fleurir. Les protéines, elles sont dans la nature. Il n'y a pas besoin d'aller compléter avec des protéines. Vous savez même pas où ça vient, vous savez même pas comment c'est produit. Si vraiment c'est dans un but vraiment de faire des élevages précoces parce que vous avez des reines à introduire ou quoi que ce soit, bon là encore je peux comprendre que vous stimuliez avec du candy ou du pollen ou du miel mélangé avec du pollen ou des protéines, mais dans un but précis. Là, si c'est juste pour faire un essaim au printemps, et honnêtement, l'essaim au printemps, de toute façon, votre ruche, au bout d'un moment, elle sera tellement grosse que vous pourrez lui retirer 2-4. Si c'est en pleine mielée, on n'y verra que du feu, quoi. Donc, arrêtez de balancer n'importe quoi dans vos ruches. Laissez-les tranquilles. Surveillez juste les provisions. En ce moment, il y a juste besoin de faire ça. Enfin, pour moi, dans la région Grand Est. Hein. Après, si vous êtes dans le sud, là, je vois dans le sud, vous avez commencé déjà à ouvrir vos ruches. Bah, c'est très bien. Mais voilà, pour nous ici en ce moment, on se cantonne qu'à ça et c'est tout. Donc voilà. Voilà, alors j'avais une autre question parce que j'ai un monsieur qui me dit oui, comment ça se fait que tu as les toits plastiques et tu as des toits taulés. Alors, au début, quand je me suis installée, je n'avais que des ruches en plastique. Et qui dit ruche en plastique, j'ai pris les toits en plastique parce que ça se clipse. C'est vrai que les toits en plastique, c'est assez bien parce que pour les coups de vent, il y a 2 petits clips de chaque côté de la ruche qui empêchent que le toit s'envole au cas où on a des gros coups de vent. Nous, ça arrive de temps en temps qu'on ait des vents à 80 km/h, voire 100 km/h comme en dernier. Là, on a eu il y a quelques jours de ça. Et donc, les toits plastiques, c'est bien pour ça. Après, pour visiter rapidement, c'est un petit peu plus chiant. Faut les prendre sur les côtés. Faut les déclipser. Quand on a beaucoup de ruches comme chez moi, au bout d'un moment, les toits taulés, c'est quand même mieux. Et l'avantage du toit taulé, c'est que quand vous transhumez et que vous faites des étages, c'est tout lisse là. Et ça glisse très bien. Tandis que sur les toits plastiques, ici, vous avez des petits rebords là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et ça, alors ça c'est bien parce que vous posez votre plancher, la ruche elle est calée sur ce petit rebord en plastique là. Il y en a aux 4 coins, elle est calée sur le toit et vous n'êtes pas embêté. Sauf que pour les faire glisser sur les étages, c'est très très chiant. Faut des bras et c'est pas pratique. C'est pratique pour pas qu'elle se casse la gueule du 4x4. Mais dans un autre sens, pour les faire glisser, c'est pas pratique du tout. Donc on s'est plus orienté vers le toit taulé. Je trouve que c'est mieux. Ça casse un petit peu moins aussi parce que les toits plastiques, mine de rien, ils ont un petit peu tendance à se casser. Mais bon, ça reste encore assez rare. Enfin voilà. Je suis en train de crever de chaud. Là, ils annonçaient 11 degrés cet après-midi. Je crois bien qu'on va encore taper dans les 13-14 degrés. Hier, on a eu presque 14 degrés l'après-midi et franchement, j'avais sorti mes 2 polaires, j'ai dû en retirer un quand même. Hein. J'ai encore un peu du mal à m'adapter à la température extérieure. Enfin voilà. Je pense qu'on va terminer sur les questions-réponses. Il y en a quelques-unes qui m'ont été posées. Donc j'ai répondu pour l'apifoam, j'ai répondu pour les toits taulés. Et je vais regarder... Parce que là, je filme avec mon téléphone, mais je vais regarder les autres questions que vous m'avez posées dernièrement. Et je reviens tout de suite. Alors, je vous reviens. J'avais une question d'une personne, je ne sais plus le nom exactement. Je suis en train de retirer mes gants. J'ai un peu chaud aux mains avec. Donc, une personne qui m'a demandé pourquoi j'avais les planchers Nico coupés. Ça, j'y ai déjà répondu une paire de fois dans mes anciennes vidéos. Mais je vais vous expliquer quand même le pourquoi du comment.
J'ai retourné la caméra pour que ça soit plus facile pour vous filmer tout ça. Donc le fait qu'on coupe les planches, c'est du fait que en fait on produit du pollen de saule. On produisait quand même pas mal de pollen. Là j'en fais de moins en moins parce que j'ai voulu me libérer du temps plus sur la génétique que sur la production de pollen. Après on peut pas être partout. Il faut récolter le pollen tous les 2 à 3 jours, donc il faut quand même quelqu'un qui est quand même là relativement souvent. On a décidé de faire du pollen de saule, donc en tout début de saison, parce qu'on a une demande pour ça. Mais sinon, on a arrêté de produire tout ce qui est pollen de fruitier et pollen de colza. Et puis aussi c'était un petit peu dans le respect aussi de nos colonies, parce que bon, c'est pas que ça les affaiblit, mais bon, c'est encore un truc en plus. À chaque fois c'est un stress en plus pour la colonie quand même quand on vient tirer, parce que c'est des trappes à pollen d'entrée, donc ce qui explique pourquoi on a coupé les planches d'envol pour pouvoir ensuite fixer les trappes à pollen. Bon, si je retrouve une vidéo sur la production, je pense que j'en ai fait une, sur la production de pollen, je vous la mettrai dans le i qui doit être ici, je pense. Et ça vous montrera comment on dispose les trappes à pollen. Donc nous c'est nos trappes à pollen d'entrée. Et en fait, à chaque fois, tous les 3 jours, vous venez hocher devant la porte d'entrée. C'est pas que ça les stresse, mais bon, c'est à chaque fois on vient les déranger et bon voilà. Et comme j'ai préféré m'orienter plus sur le travail de la génétique sur le cheptel, je pouvais pas être partout quoi. Donc au bout d'un moment, il a fallu faire un choix. Et on avait un grossiste également qui nous achetait le pollen pour tout ce qui était pollen de fruitier et de colza. Mais il s'avère que, bon, vous savez que certaines personnes préfèrent s'orienter vers des produits pas chers. C'est une mode, mais il y a quelques années, c'était aussi une mode aussi pour certains. Donc ils se sont orientés... ces acheteurs en gros, ils se sont orientés vers les pays de l'Est pour aller chercher du pollen de saule moins cher. Et donc on a perdu ces marchés-là et ils nous prenaient aussi du pollen de fruitier qui nous ont pu pris aussi pour une histoire de coût. Donc je me suis dit, en fait... fallait quand même que j'arrive à m'en tirer un certain prix de ce pollen-là. Donc il fallait quand même être disponible entre 2 et 3 jours sur la semaine pour aller le récolter. Et ensuite après pour aller le trier et le conditionner en chambre froide. Donc ça demandait quand même déjà beaucoup de présence, rien que pour ce poste-là. Et après, il fallait encore qu'on baisse nos prix quoi, de vente. Donc ça n'a pas collé. Au bout d'un moment, c'était plus possible. Et là, je vois même maintenant, au prix du gasoil pour se déplacer sur les ruchers, tout ça. Maintenant, on a restreint quand même fortement la production de pollen de saule. J'en produis vraiment pour mes clients, mes clients les plus fidèles. Mais je cherche pas des marchés pour produire pour d'autres apiculteurs ou pour d'autres personnes. Voilà. Donc ce qui explique que j'ai arrêté le plus gros de ma production de pollen pour ces raisons-là. Je reviendrai peut-être sur les problèmes agricoles en ce moment. Alors pour ceux qui ne peuvent pas encadrer les agriculteurs, je pense que vous pouvez d'ores et déjà vous désabonner. Parce que moi je suis agricultrice et apicultrice, je baigne un peu dans l'agriculture, vous voyez. Donc quand j'ai fait la publication au sujet des miels d'importation et pour le fait que j'allais à la mobilisation des agriculteurs là le 29 janvier dernier, je vous cache pas que j'en ai pris vraiment plein la tête, notamment sur Facebook. Je m'en doutais, hein. C'était pas une... Enfin, je me suis pas sentie visée parce que je savais très bien que ce genre de personnes allait rentrer
tête baissée dans le jeu et nous faire passer vraiment pour des moins que rien. Enfin, si je pars là-dessus, je pense que je vais vous faire facilement une vidéo de plus d'une demi-heure. Moi, j'y reviendrai dessus une autre fois parce que bon, voilà, c'est pas le jour. C'est pas le jour, c'est pas le moment. Si je commence à partir là-dessus, je vais y passer la journée. Mais il faut savoir que le problème de nos miels en ce moment, qu'on a du mal d'écouler nos miels de qualité français, et ben les agriculteurs en ce moment, ils ont du mal à écouler leur blé français. Voilà, on a ouvert les vannes. Alors, j'ai rien contre l'Ukraine, hein, parce que notamment quand j'ai mis miel d'Ukraine à 1,60 €, enfin bref, je sais plus ce que j'ai mis, 1,60 €, miel chinois à 1,20 €. Quand j'ai mis ça, c'était pour... c'est la réalité, quoi. On a ouvert les vannes de l'Ukraine. Alors, j'ai rien contre l'Ukraine, c'est pas le problème. J'ai de la peine pour eux, pour le contexte dans lequel ils vivent actuellement. J'en ai de nombreux apiculteurs ukrainiens qui m'écrivent pour me partager un petit peu leur ressenti, le fait qu'ils ont dû arrêter leur exploitation parce que ils sont partis à la guerre, hein, comme tous ceux qui ont dû être mobilisés pour ça. Et tous ceux aussi qui rêvent de quitter leur pays pour venir travailler sur des exploitations comme les nôtres. Mais nous, dans le contexte où on n'est pas dans le contexte de plein emploi non plus, quoi. On réfléchit en deux fois quand on doit prendre quelqu'un pour venir nous aider parce que les prix sont plus en face. Pour le miel, personnellement, j'ai vendu mon miel, mais j'espérais le vendre un peu plus cher, comme tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc on a ouvert les vannes de l'Ukraine pour le blé. Donc ça fait maintenant 2 ans où la situation elle est compliquée pour les agriculteurs. C'est évidemment pour ça que ça pète en ce moment, parce que au bout d'un moment on veut bien être gentil, on veut bien soutenir l'Ukraine, mais pas dans le fait de mettre à mal les exploitations agricoles, parce que monsieur Macron il a décidé que c'était comme ça, que ça serait bien, et puis que les agriculteurs on s'en fout, parce que en gros quand on voit les annonces de son Premier ministre, plus tout le cirque qu'il a fait au Salon de l'Agriculture, franchement, je crois que c'est pitoyable de sa part, quoi. Donc c'est tout. Ça reflète bien les 2 quinquennats qu'il est en train de terminer avec nous. Donc voilà. Je vais en terminer ici, mais bon, donc je voulais remercier justement ces gens-là qui m'ont dit carrément que ils me soutenaient au point de vue apicole, donc je pense que ça doit être des apiculteurs, mais qu'au point de vue agricole, on pouvait crever. Voilà. Donc je les remercie vraiment de leurs commentaires très enrichissants, qui va bien nous aider moralement. Vraiment, merci. Donc voilà, donc je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Il m'en reste une à vous répondre sur le frelon, mais je vais peut-être quitter le rucher parce que là j'ai plus du tout de connexion internet, et je voulais faire une petite recherche au niveau du frelon asiatique parce que je sais qu'il y a un webinaire qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps auquel j'ai assisté, mais je ne me rappelle plus du nom de l'intervenant, donc je voudrais pas écorcher son nom, donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis arrivée dans l'autre rucher. Je suis éblouie par le soleil et on a plus du tout l'habitude ici de voir cet astre lumineux dans le ciel. On était tellement habitués à la pluie. Donc oui, j'avais une personne qui m'avait posé la question si on avait été embêté au mois de septembre, octobre sur la prédation des frelons asiatiques sur nos ruches. Alors on a été embêté sur certains ruchers, notamment des ruchers qui se situent dans les bois mais qui sont aussi situés près des étangs. Donc et comme le frelon asiatique a besoin d'énormément d'eau pour se développer au niveau de son nid, donc on a eu beaucoup de prédation sur un rucher. Alors pas sur cet automne là, donc 2023, mais l'automne 2022 sur un rucher précisément, on a eu énormément de prédation. On avait plus de 50 frelons asiatiques devant 2 ou 3 ruches. Évidemment c'était les plus faibles du rucher, donc beaucoup de prédation. Quoi faire?
pas grand chose. Ce qu'on a fait, c'était de déplacer ce rucher là, donc pour régler le problème. Mais bon, alors c'est pas évident. Et cette année, on a eu de la prédation, donc sur un autre rucher. Alors bizarrement, c'était pas sur ce rucher là où on a été vraiment très impacté en 2022. C'était sur un autre rucher. Et là, on a eu de la prédation sur certaines ruches, donc on a perdu aussi des colonies là-dessus. Donc ça c'est encore un problème en plus pour l'apiculture. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui se passe en France pour nous aider aussi à ce niveau-là, parce que on perd nos colonies, mais personne vient nous aider à régler ce problème-là, ou du moins à baisser, à essayer de réguler le développement de cette espèce-là. Donc voilà, donc on est embêté comme tout le monde. Après, ça dépend des années. Je pense qu'on a eu moins de prédation en 2023 parce qu'on a eu un mois d'août extrêmement pluvieux, et je pense qu'il y a certains nids qui ont dû être détruits par parce que on a eu une ou deux tempêtes au mois d'août, enfin des gros coups de vent avec beaucoup de pluie, et je pense que ça a dû détruire certains nids, ce qui explique qu'on aurait eu moins de prédation donc cet automne là. Alors si vous voulez des renseignements au niveau du piégeage des frelons asiatiques, il n'y a pas très longtemps, donc je vous disais que j'ai participé à un webinaire qui était organisé par l'UNAF, et il y a un intervenant, donc ça doit être il doit être apiculteur en Bretagne, je pense. Ce monsieur-là, cet intervenant-là, il s'appelle Monsieur Gilles Lagnon, L-A-N-I-O. Et il a fait une très belle intervention au niveau du piégeage. Quand piéger, pourquoi piéger, quand arrêter de piéger aussi, parce que là on voit tout et n'importe quoi. Et je pense que ça vaut la peine, donc j'essaierai de vous le mettre le petit i ici qui vous ramènera vers le lien vers la vidéo. Et franchement, prenez le temps de l'écouter parce que c'est vraiment intéressant. Et je crois qu'il a un très grand retour d'expérience à nous apporter. Donc au moins pour le piégeage en début de saison. Et pour justement nous aider à rabaisser un petit peu la pression de ce frelon asiatique sur nos colonies. Voilà. Je pense que je vais conclure sur cette vidéo. Voilà. Donc après, vous verrez ou pas si j'ai encore d'autres choses à vous communiquer cette semaine. Après, je pense que je vais peut-être pas filmer le restant de la semaine parce que ça va être assez redondant, on va dire. Parce que le temps que je fasse le tour de l'ensemble de mes ruchers, il me faut entre 8 et 10 jours, je pense. Donc je vais pas vous faire une vidéo de 8-10 jours. On met du combi, on n'en met pas, on surveille les provisions dans tel ou tel rucher. Ça va être assez... je pense que ça sera assez monotone pour vous. Donc, mais bon, la saison ne fait que commencer, si on veut, entre guillemets. Hein, on est encore que fin février. Mais c'est vrai que la végétation, là, elle va vite. Nous, on a à peu près 3 semaines d'avance là sur la floraison des saules. Et mine de rien, avec nos 11-12 degrés l'après-midi, elle ramène quand même quelques petites pelotes de pollen de saule pour elle et ça fait grandement plaisir. Voilà. Et sur ce, je conclus cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable soirée ou journée en fonction du moment où vous la regardez. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!